Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures de libre antenne. Alors tout de suite, notre numéro d'appel, 39 21. Bien sûr, vous connaissez le principe de l'émission. Vous appelez, je réponds à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie affective, sentimentale, vos états d'âme, vos états en général. Voilà, on se raconte les uns aux autres et on se rencontre comme ça les uns les autres. Mais je ne suis pas toute seule là. Avec moi au standard inépuisable de gentillesse, Asiba et Quentin qui vont vous accueillir tout au long de la soirée. Et puis c'est Michael qui tout aussi gentiment réalise cette émission ce soir. 39 21 notre numéro d'appel, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi réagir à chaud et vos réactions nous intéressent sur ce qui vient d'être dit par SMS 7 21 21 en commençant par le mot nuit. Et puis vous pouvez toujours bien sûr nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Europe 1, Caroline Veil. Alors on va commencer tout de suite avec Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Est-ce que je vous laisse nous raconter toute seule votre histoire ? Oui. Je crois que vous avez été interrompue l'autre soir. Donc, oui, j'ai été interrompue. J'ai un peu plus de mal ce soir. La dernière fois, c'était suite au coup de téléphone de Hervé, qui appelait pour un secret de famille. Je pense que ça m'a donné envie d'en parler, de ce qui m'était arrivé. C'est bien, on vous écoute alors Laetitia. Alors en fait, moi, j'ai pas une très jolie histoire. Quand j'étais petite, avec ma petite sœur, on a été placés en nourrice, jour et nuit. Donc j'avais 4 ans et demi et bon, je peux pas vous dire si c'est à 4 ans et demi ou à 5 ans. J'ai été violée continuellement pendant 2 ans par le fils de la nourrice. Pendant 2 ans? Pendant juste à temps que ma maman puisse nous reprendre en fait. Pourquoi vous aviez été placée? Parce que on venait de Paris. Ma maman elle a pas une vie facile non plus. Elle était de l'assistance publique. Mm-hmm. Elle nous avait, c'était ma tante qui nous hébergeait, elle a déménagé, elle lui a fait comprendre qu'elle pouvait pas nous garder. Oui, donc votre maman était obligée de vous laisser là. Elle nous a au début mis en nourrice et puis 1 ou 2 mois, elle a eu des difficultés à payer et hop, on a été. C'est pas du placement définitif puisqu'elle a réussi à nous reprendre. Oui, c'était provisoire. C'était provisoire, mais on y était jour et nuit en fait. D'accord. Et pendant 2 ans, j'étais l'objet de ce très jeune garçon. Oui, très jeune garçon, c'est-à-dire? Ah oui, très jeune. Il était à peine à l'adolescence. Oui. Et moi, en fait, j'appelais parce que je voulais savoir, vu que la dernière fois que j'ai écouté, je travaille de nuit, donc j'écoute pas tout le temps. C'était sur les secrets de famille. J'ai une petite fille qui a 9 ans. Oui. Je viens de la laisser pour la première fois quitter le nid de la nuit familiale, pour un petit camp de 4 nuits. C'est assez dur, mais je voulais savoir s'il fallait que je lui en parle plus tard. Plus tard, oui, si vous en éprouvez le besoin. Et puis, vous savez, les enfants sentent. On transmet notre inconscient aux enfants. Forcément, même si, ne serait-ce que peut-être cette petite angoisse, ce petit serrement de cœur que vous avez eu quand vous l'avez laissé partir. Et je trouve bien d'ailleurs que vous l'ayez laissé partir. À la fois vous avez eu raison et en même temps, quand on considère ce qui vous est arrivé, c'est courageux. C'est courageux, mais vous avez eu raison. Parce que par la suite, quand elle a eu 4 ans et demi, 5 ans, c'est rigolo, hein. C'est à ce moment-là où j'ai senti le besoin fallait que je porte plainte. Oui. Mais c'était beaucoup trop tard. C'était beaucoup trop tard ? Ah oui, c'est 10 ans après la majorité maintenant. Je suis pas très étonnée que ce soit quand elle ait eu 4 ans et demi, 5 ans, parce que ça vous a renvoyé vous-même à ce que vous avez vécu à cette même période. Alors, est-ce que vous avez des souvenirs très précis ou est-ce que c'est un flou nébuleux comme un cauchemar qui vous tient réveillé ? Sur certaines choses, c'est nébuleux au total et c'est rigolo parce que ma petite sœur qui a 1 an de moins se souvient de choses que moi je me souviens pas du tout. Mmh. Elle se souvient de la couleur du papier et tout ça. Et quand je suis allée pour porter plainte, ils m'ont posé des questions, c'était horrible. Ils m'ont demandé la couleur du papier. Des détails. Oui, des détails, 4 ans et demi, voilà quoi. Et en fait, il y a juste eu, ils l'ont interrogée.
Donc évidemment, il a nié, alors qu'il venait d'avouer devant mon mari que c'était vrai, mais que c'était un jeune, quoi. Le policier m'a dit, mais vous savez, à cet âge-là, il a rien pu lui faire, ce qui est totalement faux. Enfin, moi, j'ai des souvenirs quand même assez précis des horreurs qu'il m'a fait subir. Et c'en est resté là. J'ai juste fait, ma seule consolation, c'est que je suis allée voir un avocat qui a fait une lettre à ses parents, parce que ce qui est assez terrible, c'est que c'est les parents. Il fallait que je porte plainte contre les parents, puisque lui était mineur. Tout à fait. C'est assez horrible, parce que les parents... étaient dans le déni, j'imagine. Ben, je sais pas. Vous pensez qu'ils étaient au courant? Non, je pense pas. Ben, il y avait beaucoup d'enfants. Hein. Oui. Je sais qu'il y a sa grande sœur qui nous a surpris un jour, mais qui a fermé les yeux. Mm-hmm. Mais c'était quand même ma consolation, c'est qu'elle ait reçu une lettre de l'avocat, comme quoi je voulais porter plainte. Oui, ils ont eu peur. Ben, je sais pas, parce qu'il n'y a pas eu de suite. Hein. Vous savez, après, il fallait que je justifie que ça m'ait rendu psychologiquement... Enfin, que ça m'ait donné des problèmes. Alors, oui, on n'a pas j'ai envie. eu des enfants, j'ai réussi à passer un concours d'aide-soignante. La seule chose, peut-être, c'est mon gros problème de poids. Je pense qu'il vient aussi un peu de là. Puisque jusqu'à 7 ans, jusqu'à 7 ans, oui. Non, un peu plus jeune. J'avais pas de souci de poids. Et une fois que ma maman m'a repris, alors là, ça a été une catastrophe. Mais on m'a dit une fois que c'est comme ma maman avait un nouveau compagnon, c'était une façon de se protéger. Fallait grossir, fallait ne pas se laver à l'adolescence, chose qui m'est arrivée. Plus j'étais grosse, plus j'étais pas belle, pas bien habillée. À la limite, je sentais mauvais. Mais c'était une façon de repousser l'autre. Oui, j'ai vu une psy pendant mon année parce que je suis aide-soignante. Bien sûr. M'a dit que ça pouvait être lié aussi. On m'a dit que le refus du gant de toilette à l'adolescence, ça pouvait aussi venir de là. Ça peut aussi venir de là, mais vous savez, c'est vrai aussi que beaucoup d'adolescents partagent ce refus du gant de toilette. Ah oui. Laetitia, vous verrez un jour avec votre fille. Alors, je reçois des SMS, par exemple, qui vous sont adressés de la part de Cyril. Il est toujours bon de tout dire, mais le plus important, c'est de l'expliquer correctement. C'est vrai, Cyril n'a pas tort. Est-ce que vous allez avoir les mots? Est-ce que vous ne serez pas trop prise par l'émotion quand ce sera le moment? C'est-à-dire que plutôt que juste lui communiquer une angoisse, est-ce que vous pensez que vous pouvez un jour être assez posée pour lui expliquer calmement? Parce que c'est une enfant. Vous pouvez nous l'expliquer à nous, adultes. Oui, oui. Vous savez, j'ai mis 30 ans à le dire à ma mère. Hein. Ouais. Donc je lui ai dit après dans la foulée. Donc c'était assez. Enfin, je lui ai dit ça comme si j'avais dit j'étais allée au pain le matin. Hein. C'était assez. Je m'en souviens, c'est assez... comment je vais dire? C'est assez bizarre la façon dont je l'ai annoncé à ma mère. Elle m'a juste dit, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que je laissais pas ma fille, même à mon beau-père, que je la laissais pas aller à droite, à gauche. Et Angels, je devrais peut-être pas dire son nom, mais ma fille sait depuis un moment qu'on ne parle pas aux étrangers, qu'ils peuvent vous dire viens avec moi, j'ai mon petit chien, je le cherche, c'est des mensonges. Mm-hmm. J'espère ne pas lui transmettre mes angoisses. Oui. Bon, non, les angoisses, si vous voulez, toutes les mères ont des angoisses, donc oui, je pense bien que entendu, même s'il ne s'est rien passé, toutes les mamans du monde ont l'angoisse qu'il arrive quelque chose à leur enfant. Mais bon, moi je vous le redis, hein, c'est assez courageux d'avoir pu envoyer comme ça votre petite fille. Alors bien sûr, il y a les mots d'usage, fais attention à qui tu parles pas à n'importe qui, tu restes avec les autres, tu t'éloignes pas. Mais vous dites que d'autres enfants aussi peut-être ont été ont subi la même chose que vous, puisque vous étiez nombreux. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été, entre guillemets, l'élu, ou d'autres ont partagé, hélas, le même sort que vous? Non, je pense que d'autres ont subi. Est-ce que vous avez éventuellement cherché à les retrouver ou ça vous est trop douloureux? J'ai juste appelé la DAS pour les prévenir. Ouais. Parce que j'ai appris que l'épouse de cet homme gardait des enfants. Ah oui. Donc, je les ai appelés. Vous avez très bien fait. Je leur ai dit que voilà, de temps à temps, j'étais en nourrice de cette famille-là, que le fils m'avait fait les pires horreurs pendant 2 ans, et qu'en lui donnant son nom, hein,
Oui, vous avez très bien fait, bien sûr. La dame m'a dit, je ne devrais pas vous le dire, mais enfin, je vous remercie parce que ça va être surveillé, parce que il y a une dame qui porte ce nom-là, qui garde des enfants. D'accord. Donc elle m'a... Mais après, non, vous savez, c'était très dur à dire, parce qu'en fait, il y a ma petite sœur qui était avec moi. Oui. Et pendant longtemps, en fait, je me disais, c'est pas possible, et ce qu'il lui a fait, c'est saloperie aussi à elle, et s'il lui a fait, je m'en voudrais à moi. Vous ne pouviez pas la protéger à 4 ans et demi, Laetitia. Non, parce qu'elle a 1 an de moins que moi. Oui, elle était toute petite. Hein. Qu'est-ce que vous auriez pu faire ? Est-ce qu'à ce moment-là, j'aurais pas osé le dire à ma mère, je sais pas. Mais vous savez... Parce que j'ai protégé ma maman, je pense, ne lui disant pas. Mais c'est-à-dire que vous ne saviez peut-être pas non plus très bien ce qui vous arrivait. Même si vous en avez des souvenirs précis, comme vous dites, un enfant a du mal à comprendre la violence qui lui est faite. Mais oui, parce que il a été... et je m'en veux, vous savez pourquoi ? Parce qu'il m'a demandé, je m'en souviens comme c'était hier, je vais avoir 38 ans, il m'a demandé si je voulais devenir une femme. Et j'ai dit oui. Ah, voilà. Ouais. Alors, à 4 ans et demi, je pense que ça veut rien dire. Hein, ça veut absolument rien dire, ça veut juste dire je serai comme maman. Voilà. On pense à ça à 4 ans et demi. Quand on est une toute petite fille, c'est ce qui vient à l'esprit. Normal. Ça a joué un peu sur ma vie, pas trop, parce que je suis pas trop folle, ça va. Je pense que je m'en suis pas trop mal sortie. Mais par exemple, ma fille, je n'aurais jamais pu la laisser en nourrice. Bien sûr, ça on le comprend. C'était pas possible. Ouais. Mon fils, je l'ai laissé qu'1 an. Oui. Vous l'avez laissé néanmoins. Comment ? Vous l'avez laissé néanmoins. Mon fils, oui. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin d'une nounou, mais il n'y avait pas de... C'était une femme seule. D'accord, elle était seule avec que lui. Des enfants et comme les deux plus petits me semblaient pas tout à fait nana, je me suis dit non, il faut que je trouve une place en crèche. Parce que je me suis dit, il était vraiment très jeune, hein. Il avait, on va dire, une petite dizaine d'années de plus que moi. Ouais, 14 ans quand même, c'est pas si jeune, vous savez. Non, je pense même pas. Peut-être même pas. Oui, mais néanmoins, on sait à 14 ans faire la distinction entre le bien et le mal. Je pense que il ne devait pas se vanter de ça trop à ses parents. Je n'ose pas l'imaginer. Certainement, c'est quelqu'un qui souffrait de troubles psychiques parce que pour aller chercher une petite comme ça de 4 ans et demi, et puis il s'est adressé à des petits qui étaient sans défense, c'est-à-dire vous étiez malgré tout sous la garde de ses parents et vous étiez totalement dépendante d'eux. Ah oui, parce qu'ils n'étaient pas très très cool. Hein. C'est pas nos meilleures années, hein, ma sœur et moi. Hein. Ces années de nourrice, privation de nourriture, enfermement à la cave. Mais par contre, les parents nous ont jamais... ils nous ont un petit peu tapé... quelle famille tout de même. Oui, en plus, quelqu'un qui dépendait de la DAS, hein, qui avait l'agrément, quoi. Hein. Ouais. Comme quoi, on n'est jamais trop prudent. Non, j'ai beaucoup de mal à faire confiance là-dessus. Beaucoup de monde me paraît suspect. On peut comprendre. En tout cas, c'est courageux à vous, Laetitia, de témoigner, parce que vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est difficile pour vous d'en parler. Et je trouve d'ailleurs que vous en parlez bien. On sent que vous êtes... Beaucoup mieux maintenant. Voilà, ça fait partie de ma vie. Et puis, s'il y a des auditeurs ou auditrices qui nous écoutent, on peut s'en sortir. Mais il y a une chose qui m'horripile vraiment, c'est quand on entend des histoires de pédophilie, d'abus, et qu'on entend forcément, ils ont subi ça quand ils étaient jeunes. Parce que alors moi, je crois qu'il y a une chose... c'était dur avec ma petite fille, hein, parce que quand vraiment, des fois, je me disais, je deviens folle, il va falloir que je me fasse soigner. Il y avait des images, quand je la voyais, par exemple, je lui donnais son bain, je disais, le salaud, pendant qu'il me donnait mon bain, il en a profité. Et puis non, on s'en sort. Tout à fait. Et vous savez comment ? En parlant. Je pense que ça m'a bien aidée, mais à partir du moment où ma fille a eu 4-5 ans, où il a fallu... je l'avais inscrit un nombre incalculable de fois dans des, vous savez, des centres de vacances à la journée. Oui. Donc je payais des inscriptions et je ne pouvais pas la mettre. Il suffisait que je voie des ados et je disais non,
Ah non, je peux pas. Ouais. Alors je crois que si un jour vous devez lui en parler, c'est important de lui présenter la chose en lui disant qu'il vous est arrivé à vous une vilaine histoire et que vous êtes tombé sur un jeune garçon qui était malade, parce que très probablement ce jeune homme souffrait de troubles psychiques. Comme je vous dis, à 14 ans, on est tout à fait en mesure de faire la distinction entre le bien et le mal, et quand on ne la fait pas, c'est qu'on a des troubles. Enfin, à ce point-là, parce que ça passe quand même. Lui avait tout de même une vague idée de ce qu'il vous faisait subir. Hein, ça. C'était avec des livres, il y avait tout à l'appui. Hein, c'était vraiment. Voilà. On va faire c'était ça, pas juste une leçon. Oui, c'était pas juste une leçon de choses. Donc voilà. Donc. Vous avez raison, mettez-la en garde, dites-lui que c'est pour ça que peut-être quelquefois vous êtes réticente à aller à l'autoriser, à aller chez une amie, à aller dormir chez une copine, comme ça sera le cas, hein, très certainement elle va vous le demander, ou partir en randonnée, que c'est pour ça que vous avez des réticences, qu'il faut qu'elle les comprenne éventuellement, mais que vous lui faites confiance parce que vous pensez que elle est capable toute seule de discerner ce qui est normal de ce qui n'est pas, et que surtout si elle a le moindre doute, elle n'hésite pas immédiatement à venir vous en parler, et que vous avez eu peur d'en parler à votre maman et que c'était une erreur, et que surtout elle n'hésite pas à venir vous voir. Ah oui, moi elle parle beaucoup, elle parle même un peu trop, elle n'arrive pas trop à tenir sa langue, mais c'est parce que depuis toute petite, son papa et moi, on lui dit dis-nous quand il y a un problème, quand il y a un souci, même si ça te paraît bébête. Même oui, voilà, rien n'est bête, jamais. Voilà, bah oui, parce que c'est... Rien n'est bête et on peut parler de tout. Oui, parce que vous savez, je vais juste vous dire quelque chose. J'en ai voulu pendant longtemps à ma mère. Bien sûr. Pas de m'avoir pas défendu, mais de pas s'être rendu compte. De n'avoir rien vu. Je me rends compte maintenant que c'est pas possible de se rendre compte si l'enfant ne dit rien. Pas forcément, surtout que elle ne vous voyait pas beaucoup, d'après ce que je comprends, parce que si vous habitiez avec eux, c'était difficile. En même temps, quand vous la voyez, vous deviez être contente. Alors, elle a pu mettre votre tristesse de l'époque sur le fait qu'elle ne vous voyait pas beaucoup, que vous étiez séparés les unes des autres. Oui. Mais après, en fait, oui, elle a eu une vie aussi difficile. Ouais, non. Je pense pas que on puisse l'en tenir rigueur, parce que c'est déjà difficile. Et puis, un enfant à 4 ans et demi a vraiment du mal aussi à mettre des mots sur les choses comme ça, sur les événements qu'il dit. Il en a très peur. Il a l'impression d'avoir fait lui-même une bêtise. Il en a honte. Et c'est compliqué d'en parler. C'est compliqué d'en parler. C'est vraiment facile de faire rentrer dans la tête d'un petit enfant n'importe quoi. Si tu dis ça à ta maman, tu resteras là toute ta vie. On va envoyer ta petite sœur dans un autre pays, et puis l'affaire est close. Voilà. C'est fini, hein. Après, voilà quoi. C'était. Mais vous avez bien fait de nous appeler, Laetitia, et puis j'espère qu'effectivement votre témoignage pourra servir à beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent. Qu'ils sachent que c'est 10 ans après la majorité. Après, c'est que il n'y a plus de prison possible. Il n'y a que de l'argent qui peut revenir, mais il faut pouvoir prouver. Donc, qu'est-ce qui vous soulagerait aujourd'hui ? Qu'est-ce qui me soulage ? Déjà le fait que ses parents l'ont su. Je sais pas ce qu'ils sont devenus, hein. On habite pourtant dans la même ville. Ça, franchement, ça m'a fait un bien fou. Ouais. Après, j'espère que sa femme le sait. Oui. Je ne suis pas sûre, hein. C'est des vieilles familles italiennes. C'est des secrets de famille. Je pense que c'est bien gardé. Moi, honnêtement, ce qui m'aurait plu, c'est qu'il paye. Oui. Pour se dire, pas forcément que je m'enrichisse en disant tiens, ça me permet de... Mais pour que chaque fois qu'il paye, ils se disent voilà, je paye la bêtise que j'ai faite. Oui, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que vous pensez qu'il se serait amendé, qu'il se serait rendu compte. Voilà, je sais pas si ça lui aurait vraiment fait quelque chose. Il a un commerce, ça roule pour lui. Mais qui chaque fois qu'il fasse un chèque, qu'il sache où ça va. Oui. Vous voyez qu'il est vraiment comme quand on paye un topic. Tiens, j'ai payé un topic, mais j'avais qu'à pas rouler si vite. Vous voyez, c'est vraiment le. Après, il y a rien qui peut rattraper ça. Oui, c'est vrai que rien ne peut rattraper ça. Non. C'est vrai que c'est difficile de le réparer. Moi, j'ai tout de même en tête que le simple fait de pouvoir aller en parler à la police, même si il n'y avait pas de poursuite possible, peut-être que de pouvoir en parler
ça vous a fait du bien à des personnes qui sont chargées de l'ordre, c'est-à-dire pas seulement à des psys, et de pouvoir aussi appeler la DAS et de pouvoir mettre les autres en garde. Voilà, la DAS, j'ai trouvé qu'ils ont été bien, qu'ils ont été l'écoute. Le monsieur le capitaine de police qui m'a reçu, il n'était pas... Parce que ça a été bizarre, faut que je vous raconte, parce que c'était un moment quand même assez... ça restera dans ma vie, quoi. Mon mari, il a décidé d'aller le voir avec un ami en lui disant, il va falloir que tu payes pour les saloperies que tu as fait. Il a dit oui, donc il a reconnu devant mon mari, oui, j'étais jeune. Il nous a donné rendez-vous le soir, et quand on y est allé, il avait prévenu la police en prétextant à une extorsion de fonds. Oh là là, c'est-à-dire que carrément, il retournait la situation. Oui, mais ça, c'est parce qu'il a eu très peur. Il a eu très peur. Mais ça aurait pu aller loin parce que l'ami qui l'avait emmené mon mari, il avait prévu des trucs de fou. Heureusement que ça n'a pas été si loin. Et c'est là que j'ai dit aux policiers qui étaient là, donc c'était des policiers de la BAC, les policiers en civil, tout ce qu'il y a de plus simple. Je leur ai dit, mais vous savez pourquoi je suis là? Oui, il faut qu'il paye. Il m'a violée quand j'avais 4 ans. Et là, tout de suite, ils m'ont pris... Ça, j'ai trouvé ça bien. Ils m'ont pris en considération. Ils m'ont emmené tout de suite au poste de police. Ouais, c'est bien. Venez faire... Et par contre, le capitaine, moi, j'ai trouvé... Il m'a posé des questions, c'est pour vérifier, si vous voulez, bien sûr. Vous pouvez imaginer qu'il y a un certain nombre de plaintes. C'est pour vérifier que les faits sont véridiques, la véracité de vos propos, etc. Bon, il y a toujours un doute, bien sûr. Donc, ils sont obligés de poser des détails précis. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'ils ne vous aient pas cru. Alors, je voudrais quand même vous transmettre de la part de Domi. Bravo pour votre témoignage. Vous êtes très courageuse et je vous souhaite d'être heureuse avec votre famille. Oh, c'est gentil. Et puis aussi de la part de Coccinelle. Tout le monde ne s'en sort pas, mais je suis heureuse de trouver du positif dans ce malheur. Voilà, donc vous voyez, nos auditeurs vous accompagnent. Oui, c'est gentil. Merci Laetitia en tout cas, mais pas du tout. C'est moi qui vous remercie de nous avoir appelé, de vous être confiée. Merci Laetitia. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Merci à Mélanie, à Catherine, à Yannick, à Geneviève, à Sylvie pour leur SMS de bienvenue et de soutien. Et nous allons tout de suite poursuivre avec Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir et merci de m'accueillir, c'est gentil. Mais je suis très contente de vous accueillir Nadia. Écoutez, c'est réciproque, voilà. Donc je vous appelle parce que j'ai 38 ans. Oui. Je vais avoir 38 ans, je me vieillis de 5 jours, voilà. Donc je vais avoir 38 ans et je suis face à un éternel problème qui ne veut pas en finir, qui est mon surpoids. Quand je parle de surpoids, il ne s'agit pas de 4 ou 5 kilos de plus, ou 10 kilos de plus, ou 20 kilos de plus. Il s'agit de 40 kilos de plus. Oui. Voilà. Ces 40 kilos, alors comment ils sont arrivés? Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Vous voyez, je vous devance. Je fais les questions-réponses. Donc voilà. Donc le plus lointain souvenir que j'ai dans mon enfance en rapport avec la nourriture était celui de ma maman. En fait, j'ai 3 frères, voilà. Oui. Et donc distribuant au petit déjeuner des biscuits pour le matin ou remplissant les assiettes à chacun. Et c'est vrai que c'était 3 garçons et moi j'étais la seule fille. Et puis il y en avait toujours moins pour moi. Et je prenais ça, voilà, il y en avait moins pour moi. Je suis du Sud, c'est pour ça que je dis moins. Voilà, donc il y en avait toujours moins pour moi. Et je prenais ça comme un défavoritisme. Vous voyez ce que je veux très dire? Bien. Comme un amour inférieur à celui que ma mère portait aux garçons. Et je suis d'une culture méditerranéenne. Et c'est vrai que dans cette culture-là, on a tendance à servir les hommes en premier, etc. Et moi, je prenais toujours ça vraiment comme une marque de moins aimé, quoi. Vous de moins aimé, voilà, c'est ça. Donc, vous pensez que vous mangez, d'une certaine manière, vous compensez de manière à prouver que vous comptez au moins autant que les autres? Je ne sais pas. Moi, pour l'instant, je vous fais juste la chronologie, ce qui m'a traversé l'esprit pendant des années de thérapie, etc. J'essaie de trouver une raison à cette carapace qui m'entoure. Mais vous la connaissez en partie, la raison, Nadia, puisque vous venez de nous la donner? Il y en a plusieurs. Ouais.
Donc il y a celle-là, puis il y en a quand même une autre qui est très importante également, c'est que je suis atteinte d'un handicap visuel assez important. Oui. Je ne suis pas dans le noir total, mais pas loin. D'accord. Donc je ne sais pas, avec ma psy, il a souvent été question de je sais pas, de compensation également face à cet handicap. Donc si vous voulez, il y a plusieurs pistes que je n'ai cessé d'explorer dans tous les sens, en se posant des questions, en faisant des marches arrière, en voyant au jour le jour, etc. Vraiment, mais au final, je vous dis, j'ai 38 ans, j'ai toujours ce sac de plomb sur moi, qui est là, et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Alors il m'est arrivé de perdre du poids, vraiment, de manière remarquable. Oui. Mais je ne suis jamais restée, entre guillemets, enfin, je ne suis jamais restée au résultat auquel j'étais arrivée. Est-ce que vous vous rendez compte quand vous mangez ? C'est-à-dire se rendre compte. C'est-à-dire que, est-ce que vous réalisez le moment où vous mangez que vous êtes en train de manger ? Ouais, bien sûr, oui. Et oui. À quoi pensez-vous quand vous le faites ? Au plaisir que je prends à le faire. D'accord. C'est vraiment du plaisir instantané. Ouais, c'est-à-dire que oui, c'est du plaisir. Donc c'est un peu effectivement, comme dit votre psy, voilà. Pensez-vous une compensation ? Vous ne voyez pas, vous voulez qu'on vous voie ? Allez savoir, c'est possible. Tout est vraiment, oui, c'est possible. Et si vous voulez, je me suis vraiment posé toutes ces questions. Et c'est vrai que là, je suis un peu essoufflée, dans tous les sens du terme. Bon, mais essoufflée au sens figuré, dans le sens où j'ai vraiment tout essayé, non. J'ai toujours fait les choses de manière raisonnable, au prix de ça, pas de sacrifice, mais mais j'imagine bien, parce que... De rééquilibrage alimentaire. Oui, parce que ça coûte dans tous les sens du terme. Ça coûte, exactement. Et alors, une fois on avait mis le doigt là-dessus avec ma psy, que je ne vois plus, parce que si vous voulez, à un moment donné, j'ai voulu mettre un terme à tous ces questionnements, à toutes ces... Oui, les laisser loin de vous. Voilà, quoi, parce que vraiment... Et quand vous essayez de faire ça, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, qu'est-ce qui se passe ? Rien, ça continue à monter. À monter, c'est-à-dire ? Le poids continue, je suis à 115 kilos, là. Oui. Ça continue de grimper. Et je vous dis, à la limite, je pense que je peux gérer la chose, je peux perdre du poids, mais c'est y rester. Pourquoi ne pas y rester ? Qu'est-ce qui ne va pas lorsque j'atteins ce poids-là ? Je ne m'aime pas, mais je trouve ça paradoxal, parce que je me plains au contraire de l'état dans lequel je suis actuellement. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Voilà. Et on peut l'imaginer, vous ne vous plaisez pas. Non. Est-ce que je peux vous demander si vous avez une relation affective suivie, comment ça se passe pour vous ? Très bien, oui, bien sûr. Donc, il s'avère que je suis maman de 2 petites. Formidable. Oui, bien sûr. Une petite de 3 ans et demi et une autre de 5 ans et demi. Oui. Entre parenthèses, celle de 5 ans et demi a hérité de mon handicap. Non, elle ne va pas hériter de votre handicap, elle a envie de vous ressembler. C'est pas la même chose. On a toujours envie de ressembler à sa maman. Ah, je me suis mal exprimée, je parlais de mon handicap visuel. Ah, pardon. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et pour continuer un petit peu sur cette piste, en ce moment, elle est très... je pense que les enfants doivent savoir appuyer là où ça fait mal. Donc elle a souvent tendance à me dire « Maman, comment tu étais quand tu étais petite ? Est-ce que tu étais ronde ?» Parce que je lui ai appris à dire ronde, à ne pas dire grosse. Oui. Donc je lui ai dit que c'est plus agréable à entendre. Oui. Donc est-ce que tu étais ronde quand tu étais petite ? Ah maman, non, ne te mets pas là, sinon tu vas le casser avec ton poids. Ah maman, il faut pas trop manger, sinon tu vas exploser. Donc en ce moment, elle a tendance à beaucoup appuyer là-dessus. Elle doit sentir une fragilité de ma part. Bien sûr, bien sûr. Et puis une culpabilité aussi de se dire, voyons, est-ce que mes enfants, quelle image je leur donne ? Et surtout, sont des filles. Donc normalement, je sais pas, mais j'imagine qu'on se construit pas mal par rapport à l'image de sa mère. Et donc si vous voulez, c'est un mélange de culpabilité, de tout. Alors bon, pour en revenir à ce que vous me disiez, en matière de vie affective, je suis séparée du père de mes enfants. Oui. Maintenant, c'est quelque chose qui est devenu malheureusement classique. Tout à fait. Voilà, bon. Et donc nous sommes séparés depuis 2 ans maintenant. Oui. Et c'est vrai que ma vie affective est déserte, hormis l'affection que je porte à mes enfants.
ou du moins qu'on s'échange mutuellement. Mais c'est vrai que ma vie affective est déserte et écoutez, ma foi, moi je trouve ça un peu normal. Je mets toujours le fait d'avoir cette chape de plomb sur... Voilà, voilà quoi, je me dis que c'est restrictif, si vous voulez, en matière de rencontre. Oui, mais c'est fou. Dans vos propos, il est terriblement question de poids. Même lorsque vous ne parlez pas de votre poids. Vous voyez ce que je veux dire? Vous parlez d'une chape. Voilà, vous parlez de chape de plomb. C'est vraiment quelque chose que vous portez. C'est compliqué. J'ai bien entendu que vous y réfléchissez déjà depuis de nombreuses années. Donc, et vous avez tout à fait d'ailleurs identifié les causes. Maintenant, une fois qu'on a identifié les causes, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? C'est toujours la grande question. Exactement. On décide de subir ou de ne plus subir. C'est ça. Que faire pour que vous décidiez de ne plus subir? Prendre les rênes en main. Ouais. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Qu'est-ce que j'ai imaginé? Alors, première option, je me suis dit à nouveau, parce que là, si vous voulez, là, je suis dans une démarche, ou alors au moment où je vous parle, dans la période où je vous parle, là, j'ai recommencé à manger de manière équilibrée, raisonnable, raisonnée, voilà, sans tomber dans un can excès. Et comment vous vous sentez? Pour l'instant, je me sens bien. Bon. Pour l'instant, je me sens bien. Je sais que je peux mener ma barque loin. Mais ce qui me fait peur, c'est une fois arrivé au bout. Ce qui me fait peur, c'est de remonter, de reprendre, de foutre en l'air tous les efforts que j'ai faits. C'est ce qui me fait peur. Donc, il y a cette première option. Et il y a carrément l'option qui me fait terriblement peur d'en venir à une chirurgie. Oui, de quelle sorte de chirurgie? Quelle sorte de chirurgie? Eh bien, écoutez, on parle de bypass. Peut-être que certains auditeurs qui nous écoutent pourront peut-être témoigner. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de témoignages, beaucoup de témoignages, de forums de discussion, très importants là-dessus, extrêmement animés, vraiment, et où vraiment on vous explique toutes les étapes, etc. Mais ça fait terriblement peur parce qu'on se rend compte que finalement, enfin, l'impression que j'ai, attention, c'est vraiment personnel, sans l'avoir vécu, c'est qu'on quitte une prison pour se remettre dans une autre. Exact. Vous êtes très lucide, Nadia. Vous êtes particulièrement lucide. Donc, moi, je pense d'abord, dans un premier temps, la première option. Alors, vous allez me dire, la première option, je connais. J'ai déjà été raisonnée. J'ai déjà essayé de manger de manière équilibrée, de façon à se stabiliser, à descendre, etc. Et puis, au bout du compte, à chaque fois, c'est une déception. Ouais. Et si on imaginait autre chose qu'une déception? Il faut imaginer une récompense. Laquelle? Et celle d'y rester. Oui, mais pas seulement, celle d'y rester. Et puis, qu'est-ce que ça vous apporterait? Franchement, est-ce que vous arrivez à vous visualiser? Une liberté de corps. Ouais. Une liberté de corps. Ouais. Est-ce que vous arrivez à vous visualiser mince? Oui. Et quel effet ça vous fait? Si vous voulez, j'ai 2-3 cartons de vêtements qui sont là, en attente, depuis des années. Ouais. Non, il faudra les changer. Que je mets 1 mois, 2 mois, et pof, ensuite je peux plus les remettre et ça repart. Donc bon, pour répondre à votre question, qu'est-ce que ça me fait? Mais très honnêtement, que du bien. Que du bien, bien sûr. Que du bien. Je n'arrive pas à voir. Alors on me dit peut-être que tu as peur de cette image, peut-être qu'elle ne te plaît pas. Non, moi je crois qu'elle vous fait trop plaisir, peut-être, et que vous pensez peut-être que ce bonheur-là n'est pas pour vous. Alors, est-ce qu'il faut mériter pour être aimé? Est-ce que vos frères méritaient plus que vous? Enfin, vous voyez, on peut élaborer tout un tas de choses autour de ça. On va pas le faire ici, là, tout de suite ce soir, parce qu'on ne va pas, bien entendu, faire une séance en direct. C'est pas ça dont il s'agit. Mais ce sont autant de questions, autant de pistes à ouvrir. Et puis, surtout, ne maigrissez pas seul. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire avant tout. Si on imagine que vous suivez la première option, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, vous descendez doucement à votre rythme, vous perdez tranquillement du poids, sans vous mettre la pression, sans imaginer qu'il y a une urgence. Après tout, ça fait un moment déjà que vous vivez de cette manière. Donc, profitez peut-être de chaque étape et de chaque perte de poids progressivement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois.
Oui. Et puis, parlez-en avec votre psy. Il s'agit d'élaborer, justement, au niveau de chaque étape, d'en parler avec elle. C'est important. Vous voyez, et surtout, de ne pas lâcher, peut-être au moment où vous serez parvenu à perdre du poids en disant, bon, ça y est, maintenant, j'en suis débarrassée, c'est plus la peine que j'y aille. Non, c'est le moment le plus important. C'est le moment, c'est là où il faut mettre le doigt sur ce qui est en jeu, sur qu'est-ce qui est en train de se passer et pourquoi, alors que vous savez que vous faites du mal, vous risquez de recommencer à manger. Oui. Ah oui. Alors, bien entendu, si nous avons des auditeurs qui connaissent le bypass et qui sont prêts à nous livrer leurs témoignages, je fais appel à eux, n'hésitez pas à nous appeler. Donc, Nadia, je vais vous livrer éventuellement ces témoignages qui peuvent nous arriver tout au cours de la soirée. Et puis, ce que j'aimerais, c'est que vous nous rappeliez régulièrement pour nous donner de vos nouvelles, nous dire comment ça se passe pour vous. C'est important de pas être toute seule. Et il faut en parler autour de vous, de ce que vous êtes en train de faire, des efforts que vous faites, de ce que ça vous coûte et en même temps des joies que ça vous procure. Il faut en parler, il faut associer vos filles, il faut associer vos amis, il faut associer votre famille peut-être en disant que c'est difficile pour vous, mais que vous aimeriez cette fois-ci y parvenir et que cette fois-ci vous avez décidé aussi que ce sera la bonne. Donc c'est possible. C'est bien sûr que c'est possible. Et je pense que si vous allez, comme vous dites, sur Internet, vous allez vous rendre compte avec tous les forums que beaucoup de personnes ont traversé comme vous cette épreuve du poids, non pas cette épreuve du feu, mais cette épreuve du poids, et s'en sortent très bien. D'accord. En tous les cas, merci beaucoup pour vos paroles qui me... Oui. Alors, je reçois un petit SMS de la part de Cyril que je vous livre, qui dit « Je ne sais pas si cela peut vous faire du bien, mais mon ex-petite amie avait des complexes et je lui ai conseillé de regarder Belle toute nue. » Voilà. Oui. Et au bout de 3 émissions, elle m'a dit qu'elle se sentait mieux. Oui. Bon, voilà, c'est un petit conseil comme un autre et puis nous, on prend tout. Oui, il n'y a pas de souci, je prends également. Merci à Cyril. À très bientôt Nadia, j'attends vos appels et puis j'attends et que vous nous disiez surtout comment ça se passe pour vous. D'accord, et merci pour votre écoute Caroline. Merci à vous de votre témoignage, soirée, au revoir. 3921 pour nous rejoindre et passer en direct avec moi à l'antenne. Et tout de suite nous allons accueillir Agnès. Oui, bonsoir. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Je suis très émue de pouvoir vous parler parce que je vous écoute... Ça fait plusieurs années que j'écoute tous les soirs. Vous êtes un petit peu mon somnifère pour m'endormir. Voilà. Somnifère, je sais pas. Je sais pas très bien comment le prendre, mais enfin bon, c'est bien. Ouais, voilà. Je retiens que vous nous écoutez tous les soirs. Ah oui, tout à fait. Et la chanson, là, elle relate aussi un petit peu ce que je vis en ce moment, en fait. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Voilà. En fait, ma vie, elle est un petit peu... je sais pas par où commencer, en fait. Ma vie, elle est un petit peu... Elle a été très très chaotique depuis mon enfance et puis tout. Donc, ce que je disais tout à l'heure, là, moi, je vous appelle un petit peu pour relater un petit peu, ce que j'ai vécu là. Ça fait 12 ans là. J'ai eu un très grave accident en allant à mon travail parce que normalement, je suis surveillante de nuit auprès d'handicapés mentaux. Oui. Et c'est un métier difficile. Pardon, oui. Bon, j'ai fait ça pendant 20 ans. Maintenant, je ne le fais plus parce que je ne peux plus le faire. Et j'ai eu un très grave accident. Et j'ai eu un très grave accident. Et du coup, ça a tué un petit garçon. Voilà. Oh là. Voilà. Mais ce qui fait qu'après, avec tous les effets qu'il y a eu avec la gendarmerie, le procureur et tout, il s'est avéré que je ne suis même pas passée au tribunal et voilà. Donc le petit garçon, il s'est jeté sur ma voiture, il devait pas se jeter sur ma voiture et ça s'est trouvé comme ça et en fait ce petit garçon, il est décédé, il avait 4 ans et après, comment vous dire, je m'en suis pas forcément remise quoi. Bien sûr. Bien sûr. On se remet très difficilement pour ne pas dire jamais. Bien sûr, on peut imaginer ce qui vous est arrivé. Si on vous dit que vous n'êtes pas responsable et que vous y êtes pour rien, de toute façon, je me dis, le moment où je suis passée, il était quand même là, et voilà. Et ce qui fait très difficile. C'est très difficile de vivre avec ça, de continuer. En plus, c'était dans un petit village, on se connaissait tous et tout, et après, il y a eu des ambiguïtés, il a fallu qu'on déménage, il a fallu
J'ai fait 2-3 TS, enfin bon. Et après, ce qui fait qu'après, je me suis carrément, pour oublier tout ça, bon, je suis quand même maman aussi de 4 enfants, donc... oui. Voilà. Donc, mes jumelles, quand c'est arrivé, elles avaient 8 ans, donc c'est vrai que je m'en suis remis difficilement. Et ce qu'il a fait après, pour oublier tout ça, bon, il a fallu que je trouve quelque chose. Et ce quelque chose, eh ben, pour moi, ça a été l'alcool. Voilà. Ouais, parce que l'alcool vous permet d'oublier. Tout à fait. Bon, j'imagine que vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire que ce n'était pas une bonne idée. Non, bah, tout à fait. Maintenant, j'en suis consciente maintenant. Ouais. Maintenant, j'en suis consciente parce que après, bon, il a fallu aussi, après mes TS et puis tout, j'ai même mon fils aîné qui avait 19 ans, qui a fini ses études et tout, qui a fait par rapport au qu'en dira-t-on des gens, au non-dit et on dit ou on ne dit pas, qui a fait aussi une TS et puis tout. Donc après, il a fallu qu'on déménage, il a fallu, du coup, on a acheté une petite maison à quelques kilomètres d'où on habitait et tout. Donc c'est ce qui me permettait aussi après d'aller au travail, de pas passer au même point où j'ai eu l'accident et puis tout. Mais bon, je m'en suis jamais remise, quoi. Évidemment. Je m'en suis jamais remise. Et ce qui fait que je me suis, pour oublier tout ça, c'est complètement ridicule, quoi. Maintenant, j'en suis consciente, quoi. C'est pour ça que... Mais rien n'est ridicule. C'est-à-dire que le poids est tellement lourd qu'on serait prêt à tout pour oublier et on ne choisit pas forcément la bonne méthode. On choisit ce qu'il y a de plus rapide, de plus expéditif, ce qui vous permet de vous endormir, ce qui vous permet de penser à autre chose, ce qui vous permet de trouver que, mon Dieu, c'est peut-être moins grave, tout en sachant que c'est grave, et on se réveille le lendemain matin pire que ce qu'on a été la veille. Voilà, tout à fait. Donc, ce qui fait... Bon, bah maintenant, je trouve ça... j'avais plus ou moins honte, mais maintenant, j'ai pas honte de le dire. Donc, je me suis... C'est bien. C'est bien. Je me suis plongée, ouais, dans l'alcool, quoi. Et c'est vrai qu'après, j'ai... Ce que je disais à votre collègue, ouais, après, ouais, je me suis plongée dans l'alcool et c'est vrai que j'ai été prise 2 fois, 3 fois au volant avec, ouais. De l'alcool. De l'alcool. Un taux d'alcool important. Tout à fait. Et après, je devais être présentée au tribunal et je ne me suis pas présentée au tribunal. Vous aviez honte ? C'est la peur, ouais, voilà. Ouais. Tout à fait. Et du coup, j'ai laissé passer le temps et puis tout. Je me suis dit, de toute façon, un jour ou l'autre, tu auras des problèmes, ma fille. Hein. Agnès, vous ne vous êtes pas fait suivre par quelqu'un, jamais ? Ça ne vous a pas traversé l'esprit ? Pardon ? Si, j'étais suivie. Si, j'avais un psy, j'étais suivie par un psy. Mais... ça vous a pas aidé ? Ça m'a pas aidé. Je pense que j'ai pas trouvé au départ. Au départ, j'ai pas trouvé le bon psy, quoi. Oui. Et puis, entre-temps, j'ai eu pas mal de problèmes familiaux. J'ai mon mari, entre-temps, qui est tombé malade, qui attendait une greffe de cœur, et que j'ai pas accepté. J'ai pas accepté sa greffe de cœur. Pourquoi ? Pourquoi ? Je sais pas. Pour moi, c'était très difficile. Lui, il a super bien accepté. Ça s'est super bien passé. Là, ça s'est bien passé. Bon, bah alors c'est bien. Voilà. Ouais, non, il va très bien. Là, il a repris son travail en mi-temps thérapeutique et puis tout. Il va très bien là. Mais au départ, j'ai pas accepté. Pour moi, c'était pas évident, quoi. Ouais. Un organe étranger. C'est difficile d'accepter, si vous voulez, le don de la vie par quelqu'un d'autre. Ce que je disais à mon fils, j'avais l'impression de voir mon mari en transparence par rapport à un corps étranger, quoi. Ouais. Vous avez l'impression de voler une vie une deuxième fois. Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est compliqué. Donc, peut-être que vous pourriez trouver quelqu'un maintenant à qui vous avez envie de parler. Et puis, est-ce que vous avez pensé à toutes ces associations qui sont des associations formidables, comme les Alcooliques Anonymes ? Ah non, mais je le fais là maintenant. Hein. Il n'y a pas de souci. Non, mais là. Et là, je crois que ça peut vous aider parce que, vous savez, le tout est de ne pas rester seul avec ce poids tellement énorme, mon Dieu, avec lequel vous devez vivre et vous devez vous éveiller chaque matin. Vous dites que vous avez honte, mais un accident, c'est un accident, un terrible accident, un dramatique accident et qui effectivement a coûté la vie à un enfant. Mais bon, vous ne l'avez pas choisi. Des gens qu'on connaît, quoi. Ouais, vous ne l'avez pas choisi, vous l'avez subi comme eux. Ce serait à refaire, je pense que ça ne se referait pas. Non. Ça, je le souhaite à personne. Hein. Ouais. Mon pire ennemi, je le souhaiterais à personne, quoi. Voilà. Mon pire ennemi, je le souhaiterais pas, quoi. C'est trop dur.
C'est trop dur à accepter, et voilà. Et ce qui fait que, du fait qu'après je me suis fait, Et vous en êtes où là aujourd'hui, Agnès? Maintenant, c'est pour en venir à ça, pour expliquer aux gens que maintenant ça va, je vais très bien. Bon. Voilà, maintenant je vais très bien. Mais par contre, je me suis fait reprendre au volant par rapport à... Après, j'étais récidiviste et tout. Je me suis pas présentée au tribunal et tout. Donc je me suis dit, j'avais pas peur de ça, mais je me dis un jour ou l'autre, ma fille, tu vas y payer, quoi. Et il est vrai qu'un lundi matin, ça va faire 2 ans, là, au mois d'octobre, j'ai les gendarmes qui ont frappé à ma porte et qui m'ont dit, Madame X, on a un mandat d'amener, on doit vous présenter devant le procureur. Donc ils m'ont emmené, ils m'ont dit, préparez vos affaires parce que vous risquez de faire de la prison. Oh là là, alors? Et du coup, j'ai pris mes affaires. J'ai pris au hasard, plein de petits trucs et puis tout. Du coup, ils m'ont emmené devant le procureur. En plus, avec les menottes. Les menottes et puis tout. Je savais même pas ce qui m'arrivait. Oui. Et puis, madame le procureur, elle m'a dit, de toute façon, vous rentrez pas chez vous, vous partez en prison. Et alors? Et j'ai fait 4 mois de prison. 4 mois. Ouais. Est-ce que ça vous a soulagé? Oui, ça m'a quand même soulagée. En fait, c'était un... Bien sûr. Ouais, c'était un mal pour un bien, je veux dire. Je pense que vous le cherchiez un petit peu. Ah oui, ça, maintenant, j'en suis consciente, hein. Je savais qu'un jour ou l'autre, ça allait m'arriver, quoi. Oui, vous saviez, et puis vous l'attendiez finalement. Oui, vous attendiez. Je pense, moi, que d'une certaine manière, vous avez, parce que vous avez récidivé, forcé le sort et recherché ce châtiment. Voilà. Vous vouliez être puni pour ce que vous aviez commis auparavant, bien sûr. Mais vous aviez envie et vous aviez besoin d'être puni. Or, comme vous l'avez dit, la première fois, ce qui a été terrible, c'est que vous n'êtes même pas passé devant le juge. C'était un accident, ça a été reconnu comme un accident. Vous n'avez rien payé. Vous aviez besoin de payer quelque chose, un tribut, de donner, de payer chèrement. Voilà. Et vous avez... J'ai payé chèrement. Ouais, ça j'imagine. Franchement, j'ai payé chèrement parce que je le souhaite à personne non plus. Ouais. Parce que le pire, en fait... C'est pour ça peut-être que vous allez mieux aujourd'hui. Vous avez enfin fait vous avez enfin payé votre dû. Voilà. Mais le pire, en fait, pendant qu'on est en prison, ça va, j'ai galéré. J'ai pu travailler un petit peu pour... Parce que la prison n'est pas gratuite. Non, ça c'est sûr. C'était pas gratuite la prison. Quelquefois on dit toujours, tiens, on ira te voir et puis on t'amènera des oranges. Et du coup, on n'a même pas le droit de nous amener des oranges. Ah bon, d'accord. Non, on n'a pas le droit. Ouais. Mais je pense que des conditions même plus difficiles vous auraient été douces, d'une certaine manière. Ouais, peut-être. Ouais. Mais ce qui m'ennuie là maintenant, je suis en train de faire un travail dessus avec mon psy. Ce qui m'ennuie maintenant, c'est que j'ai fait souffrir mes enfants, mon mari. Ouais. Et mon entourage, quoi. Il faut leur parler? Pardon? Il faut leur parler? Mais je leur explique, hein. Qu'est-ce que vous leur expliquez? Les enfants, ils comprennent. Mais mon mari, il a du mal en ce moment. Ouais. Il a du mal à comprendre tout ça, parce qu'il voit que maintenant, je vais bien. Et c'est vrai que parce que moi, pendant que j'étais là-bas, finalement, j'étais pas bien, j'étais bien et pas bien. Par contre, malgré tout, j'étais quand même coucounée. Ça m'a permis aussi... Vous étiez prise en charge, enfin? Voilà, puis de faire un sevrage, et puis voilà, quoi. Mais eux, par contre, à côté, ils ont galéré, ils ont souffert, quoi. Mais je pense que... pourquoi est-ce que vous ne leur expliquez pas? Peut-être pas une réunion de famille, forcément, au cours de laquelle vous vous exprimeriez, mais un par un. Parce que ce que vous avez à leur dire est quelque chose d'intime. Et ça serait bien que ça soit dit avec des mots, vous voyez, un entretien pour chacun. Alors si vous le voulez bien, Agnès, on va s'interrompre quelques instants, le temps du journal, et je vous retrouve tout de suite après.
est un peu plus de minuit, c'est l'heure de confidence, c'est vrai, mais c'est aussi quelquefois l'heure des questions qui se font un peu plus pressantes la nuit. 3921, c'est notre numéro d'appel pour nous rejoindre et bavarder avec nous en direct de ce qui vous préoccupe, vous parcourt ou bien vous réjouit aussi, pourquoi pas. L'important, c'est d'être ensemble et de partager nos histoires de vie. Je suis à votre écoute, 3921 pour nous appeler et passer avec moi à l'antenne. 7 21 21 pour nous adresser vos réactions par SMS en commençant bien sûr par le mot nuit. Et puis vous avez toujours la possibilité de nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr. Alors un peu avant le journal, nous étions avec Agnès qui nous racontait une histoire et puis un parcours douloureux. Agnès, je crois que vous vous occupiez pendant des années d'handicapés mentaux et puis vous avez renoncé à cette activité. Vous avez subi en fait un traumatisme terrible puisque vous avez eu un accident qui a coûté la vie à un petit garçon. Ça n'était pas votre faute, mais enfin voilà, les faits sont là et des faits dont vous n'avez pu vous déprendre et on le comprend. Alors je reçois un très joli SMS de la part d'Inès et qui vous dit: Agnès, il ne s'agit pas d'oublier bien sûr parce qu'on ne peut pas oublier, mais peut-être pouvez-vous vous pardonner. Vous pardonnez. Je crois que, si vous voulez, pour nous résumer un petit peu, vous avez donc, au fur et à mesure, plongé dans l'alcoolisme, parce que l'alcoolisme était à la fois un refuge et puis une manière d'oublier, et d'échapper aussi à cette prison intérieure qui était la vôtre, jusqu'à finalement forcer le sort, avoir des récidives avec un taux d'alcoolémie important au volant, et puis vous pouvoir enfin être physiquement mise en prison, de manière à payer votre dette, parce que vous êtes dans la dette. Vous avez pris une vie, vous en devez une d'une certaine manière, donc vous aviez envie de donner vous aussi un peu de votre vie. Alors, je vous suggérais, parce que vous parlez de vos 4 enfants, des perturbations qu'ils ont subies. J'imagine aussi, vous n'avez pas dit le mot, je vais le dire pour vous, peut-être la honte. Tout à fait. Dont il a été question. Je crois qu'il serait bon d'en parler avec eux. Alors, vous pouvez les prendre un par un et il faut immédiatement commencer par quelque chose d'important. C'est que depuis que vous êtes allé en prison, vous allez mieux. Oui, tout à fait. Vous allez mieux. Et leur dire pourquoi. Je vais mieux parce que enfin, j'ai pu moi aussi être punie. Au fond, il s'agit de cela. Alors, bien, pas bien, est-ce que c'était la solution ? Mais en tout cas, vous l'avez éprouvé physiquement et ça vous a fait du bien. Vous avez arrêté, si j'ai bien compris, de boire. Ah oui, tout à fait. Complètement. Ah oui, vous assistez votre mari dans son rétablissement. Et il faudrait expliquer à vos enfants qu'ils n'ont pas à avoir honte de vous parce que ce qui vous est arrivé, vous l'avez voulu. Vous l'avez voulu et que c'était votre manière à vous de vous en sortir et que... Ouais. Je pense, moi, que c'était votre manière. C'est la solution que vous avez choisie, pas de manière consciente, bien sûr. Vous n'êtes pas dit, voilà, je vais aller faire de la prison, comme ça, je vais payer ce que je dois. Encore que vous auriez pu le faire. Oui, bah, tout à fait. Mais bon, dans le moment, j'étais pas, Ouais, vous n'étiez pas en mesure, en tout cas, de... J'étais pas en mesure, et c'est vrai, ouais. Il a fallu plein de choses, il a fallu, Je veux dire, il a fallu plein de choses. Entre-temps, il a fallu quand même qu'on déménage parce que bien sûr. J'ai eu plein de problèmes avec... je peux imaginer, c'était difficile avec la maman que je connaissais très bien. Même quand j'allais me reconvertir au cimetière et tout, il y avait des gens qui lui disaient que j'y allais et puis tout. Donc après, elle est venue... non, mais après, c'est pire que... Je pourrais en faire un livre et puis ça serait même pas réaliste, quoi, parce que même pas véridique, quoi, parce que elle m'a porté, je veux dire, je vais pas dire la poisse, quoi, mais je veux dire, elle m'a fait vivre des trucs invraisemblables jusqu'à venir harceler mes filles qui avaient 8 ans quand je les... Oui, c'était difficile pour elle de les voir grandir. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis, je vais pas lui porter la pierre, quoi, parce que bien sûr. Je dis, je sais pas moi ce que j'aurais fait. Oui, voilà, on n'est jamais à la place de l'autre. Voilà, on n'est jamais à la place de l'autre et elle est toujours... Voilà, moi je dis toujours, on plaint pas les gens et on peut pas... Quelquefois, les gens, ils me disent, oh, j'aimerais pas être à ta place. Mais je dis, j'ai jamais demandé que vous soyez à ma place.
Ouais. Parce que je dis, vous n'avez pas vécu et tout le monde a son ressenti. Tout à fait. Voilà. Alors, et moi, c'est vrai que je suis très... Bon, j'ai 4 enfants et c'est vrai que je suis très mère poule, quoi. Donc, moi, je suis très protectrice et je suis très... En même temps, je suis très laxiste, quoi. Donc, c'est sûr que je n'en veux pas à cette maman. Parce que je dis, je vais voler... je vais voler son enfant, quoi. Je vais voler l'amour de son enfant, quoi. Ouais, vous n'avez rien volé, vous ne pouvez pas vous empêcher de... Mais enfin, vous êtes bien d'accord avec moi que vous n'avez absolument pas voulu ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé est une horreur, on est bien d'accord. Mais vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas provoqué, vous ne l'avez pas... Non. Voilà. Non, bon, c'est un accident et les accidents sont toujours... Moi, il m'a dit, attends, il m'a dit, Didier me dit, attends, je suis passée, quoi, 2 minutes avant toi, quoi. Il me dit, ça aurait pu m'arriver à moi, quoi. Mais je dis, mais attends, c'est arrivé à moi, c'est pas arrivé à toi, quoi. C'est toujours affreux de bêtises, les accidents. Voilà, quoi, c'est ça, quoi. Mais c'est vrai que moi, je m'en suis pas. Puis après, j'ai eu... Mais on ne maîtrise pas tout. Voilà. Il faudrait essayer peut-être de vous pardonner et d'accepter que vous ne maîtrisez pas tout. Mais au bout de 12 ans, j'ai du mal. Ouais. J'ai énormément de mal, quoi. Bien sûr. Écoutez, je pense que le mieux, c'est effectivement d'en parler, mais d'en parler avec vos enfants, leur dire que vous allez mieux, et que vous allez mieux, et que la vie est quelquefois très difficile, que c'est difficile pour vous d'abord de vivre avec ça, et que c'est un poids qu'il faut qu'ils l'entendent et qu'il faut qu'ils le comprennent. Et il n'y a pas à avoir honte de vous. Non, mais j'ai quand même honte. Et puis non, c'est pas vraiment que j'ai honte, mais j'ai du mal à accepter et je me sens toujours coupable, même si j'étais bien pas sûr. Coupable. Quoi. Parce que je me dis, je suis passée là, quoi, au moment où il fallait pas que je passe, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà. En tout cas, je vous trouve très courageuse de témoigner de cette manière. Et puis. Non, mais moi, je veux faire comprendre aux gens, en fait, que bon. Quoi ? Je sais pas. Moi, il m'est arrivé ça et finalement, si ça arrive aussi aux autres, qu'ils fassent comme moi, quoi. Non, qu'ils fassent comme moi, pas comme moi. Pas se plonger dans l'alcool et puis finir comme j'ai fini, quoi. Affronter. Pour moi, ça a été quand même galère, quoi. La souffrance. Mais vous avez mis 12 ans à vous en sortir. Ah ouais, bien 12 ans, quoi. Même encore maintenant, je culpabilise encore, quoi. Donc. Ouais, c'est normal. C'est normal. Comment voulez-vous ne pas culpabiliser ? Voilà. Et puis entre-temps, c'est vrai qu'entre-temps, entre ces 12 années, avant que j'aille en prison, après, je suis quand même rentrée à la maison et j'ai demandé ma condition, la conditionnelle ? Ouais, voilà. Et du coup, je me suis retrouvée à la maison avec 2 mois avec le bracelet électronique. Très dur. Ça, je le souhaite à personne. Ouais. Ça, c'est très dur. Ouais. Finalement, j'aurais préféré j'aurais fait quoi ? 3 semaines ou 4 semaines de plus de prison, j'avais pas le bracelet. Vous auriez préféré ? J'aurais préféré. C'était comme le rappel de ce que vous viviez. Vous préfériez le vivre en vrai. Voilà. Ouais. Moi, je me suis retrouvée à la maison avec 2 mois avec le bracelet. Ouais. Mais bon, il faut se dire aussi que peut-être ces 2 mois étaient importants pour vos enfants, et j'imagine que c'est pour vos enfants et pour votre mari que vous l'avez fait. Vous êtes courageuse, Agnès, hein ? Non, c'est courageux. Pas que je suis courageuse, mais entre-temps, c'est pareil. Entre les 12 ans qui sont écoulés, il y a eu la maladie de mon mari. Oui. Il a attendu quand même 3 ans avant d'avoir sa greffe. Après, il a eu encore quelques mois avant que je parte en prison. Il a eu un problème au poumon, on lui a enlevé un poumon. Oui, vous avez aussi eu votre lot. Ouais, entre-temps, j'ai perdu mon papa d'une crise cardiaque à 69 ans. Oui. Entre-temps, j'ai appris que j'ai 2 garçons, J'ai 2 garçons qui ont 30 ans et 28 ans. Et entre-temps, j'ai appris, ils me l'ont dit, on s'en doutait un petit peu pour un, mais après, pour l'aîné, non, on s'en doutait pas. Entre-temps, j'ai appris, c'est pour ça que j'ai plongé aussi dans l'alcool. J'ai appris que mes 2 garçons étaient gays. Oui. Voilà. Donc ça, c'est très dur aussi. Parce que les gens, dans un petit village, ils vous le disent. Même que ils étaient tous les 2 à Paris et tout. Mais après, quand ils viennent, après, on dit, ouais, t'as pas de chance. On n'aimerait pas être à ta place par rapport à ce qui t'est arrivé. Et puis, du coup, t'as quand même 2 garçons qui sont gays. Et puis maintenant, on est en train de me dire... j'ai 2 jumelles là, qui ont 12 ans de différence avec leur frère. Après,
j'ai une de mes filles qui vit avec un Algérien. Et puis, sa sœur jumelle, elle aussi, avec un Tunisien. Après, on me dit, t'as pas de gens. Non, mais là, non, mais ça, je peux pas vous laisser dire ça à l'antenne. Oui, mais bon, c'est pas gentil quand même. Non, mais bon, ce sont les autres qui ont des propos ahurissants de bêtises. Là, oui, voilà, c'est ça, quoi. Voilà, on peut pas se faire l'écho de ces personnes-là. Vous le savez bien. Écoutez, Agnès, voilà. Bravo pour votre témoignage. Moi, j'espère que vous allez... Non, mais je voulais... Ouais, c'est vrai qu'il fallait que je dise, faut que je le dise, faut que je témoigne, quoi. Mais bon, après, on peut s'en sortir. Mais bon, c'est vrai que dans un petit village, le regard des gens, il faut faire un travail. Moi, je fais un travail... j'ai un psy qui est... super bien, quoi. Bon, tant mieux. Le tout, c'est déjà que vous soyez accompagné. C'est vrai que le regard des gens est très difficile après. Parce que après, on est... ce que je disais tout à l'heure, là, on est dans un petit village comme ça, parce que le regard des gens, après, c'est très difficile. Ne serait-ce qu'après, pour retrouver du travail. Est-ce qu'il n'est pas possible pour vous d'envisager de déménager, maintenant que vos enfants sont un peu plus grands non, la maison, on a encore... On avait acheté la maison et puis tout, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Non, mais après, oui, c'est ce que je disais à mon mari. Je dis après, il faut qu'on parte, quoi. Il faut qu'on déménage, il faut qu'on parte. Voilà, le plus vite possible, de façon à laisser... Que le regard des gens, c'est très difficile. Parce que là, en ce moment, j'ai du mal à retrouver du travail. Je fais un petit peu de travail à droite et à gauche, quoi. Mais maintenant, je me sens plus ou moins prisonnière de la société. Oui, mais ça, peut-être que c'est quelque chose que vous arriverez à rompre... précisément en déménageant. En tout cas, je vous souhaite bonne chance, Agnès, et puis merci de ce témoignage qui est vraiment bouleversant. Je voulais témoigner et puis dire, je dis, on peut s'en sortir de tout ça. Et autrement que par l'alcool. Voilà, il vaut mieux affronter la réalité. Non, mais là, je vais très bien. À part que, vous n'allez pas si bien que ça, parce que ça vous accompagne tous les jours. Voilà, tout à fait. Bonne chance à vous, Agnès. Merci, c'est gentil de m'avoir écouté. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, c'est gentil. Caroline Veil, jusqu'à 1h sur Europe 1. Voilà, nous allons poursuivre avec Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine, merci de nous appeler. Je crois que vous réagissez au témoignage de Nadia. Oui. Nadia qui a un problème important de surpoids, qui a aussi un problème de vue et qui vous a sollicité pour lui parler éventuellement de l'intervention de bypass, je crois, du bypass. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Eh bien, j'ai eu cette opération. Je souffrais d'obésité depuis une dizaine d'années. Ouais. Et donc, j'ai été opérée, j'ai perdu 80 kilos. Oh, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'était trop, d'ailleurs. C'était un peu trop. Et donc, elle disait... ce qui m'a fait réagir, c'est parce que vous disiez que, en fait, on sortait d'une prison pour en rentrer dans une autre. C'est exact, c'est vrai. Mais pourtant, je pourrais que, par rapport à mon expérience, que lui conseiller, parce que ça m'a changé la vie. Ça vous a changé la vie ? Complètement. C'est fou. C'est fou. C'est important qu'elle l'entende, parce que je crois que des témoignages positifs comme ça prouvent que il y a des moyens de s'en sortir, et puis que lorsqu'on n'y arrive pas tout seul, pourquoi ne pas éventuellement faire appel tout à fait à des procédés qui sont des procédés techniques, modernes, et qui aident ceux qui n'arrivent pas tout seuls, parce que visiblement, je pense que quand on est dans le cadre de ce qu'on appelle une obésité morbide, c'est pas très joli, c'est comme ça. On arrive à un stade où je ne pense pas que les régimes puissent, on ne peut pas s'en sortir, on ne fait que du yo-yo, et à chaque fois on revit de nous un nouvel échec. Psychologiquement, c'est très très difficile. Alors, cette opération, effectivement, elle règle pas tout. Le problème, il existe toujours. Mais elle règle tellement de choses à côté. On se sent mieux. Elle rend tellement la vie plus agréable parce que physiquement, on n'a pas ces kilos à porter tous les jours qui sont d'un poids terrible.
et psychologiquement, de par le regard des autres, et physiquement, parce que on souffre physiquement. Mettez-vous, oui, tout à fait. 80 kilos sur le dos et travailler toute la journée. C'est très, très dur. Et alors après, on retrouve le goût de s'habiller, de bouger sans être essoufflé, de dormir paisiblement, sans avoir des nuits agitées, de monter des escaliers sans être en sueur. Tous les gens obèses savent tous de quoi vous parlez. Voilà, auxquels on n'y pense pas quand on est obèse, parce que on le vit, on le gère, on essaie de pas y penser, on trouve d'autres moyens de vivre normalement, entre guillemets. Mais une fois qu'on a perdu tous ces kilos-là, on s'est dit, mais mon Dieu, comment ai-je fait ? Comment j'ai fait ? Comme la vie est simple sans ces kilos. Alors après, oui, il y a tout le reste. La maladie, elle est toujours là dans la tête. Elle est toujours... les troubles du comportement alimentaire, ils sont toujours là. Il faut toujours... Mais on les affronte avec plus de courage. Rien n'empêche après de travailler là-dessus. Tout à fait. Mais au moins, on n'a pas tout le reste. Ouais. Et franchement, cette opération, je sais qu'elle réussit pas sur tout le monde. Bon, je sais pas, des fois, mon expérience a fait que ça a très bien fonctionné. Ça fait combien de temps, Catherine ? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, d'accord. Et mon Dieu, comme tous les jours, je suis heureuse de l'avoir fait. De l'avoir fait, oui. Et on peut pas, si elle se pose la question, bon, on est comment dire, accompagné. Il y a par un psy, parce que c'est une démarche longue. De quoi s'agit-il exactement ? Est-ce que vous pouvez nous décrire ? Alors, moi, je n'ai pas suivi. Je n'ai pas eu le bypass, parce que à cette époque-là, c'était une opération qu'on faisait moins souvent. J'ai eu la pose d'un anneau gastrique. Oui. Donc, en fait, c'est tout simplement un petit anneau qui est comme un petit ballon de baudruche, qui est donc que l'on place autour de l'estomac. Ah, d'accord, oui. L'opération est une cystoscopie, donc il n'y a pas d'ouverture, on fait juste des petits trous. Oui. Ils viennent placer avec des pinces cet anneau, qui est donc relié à un petit boîtier, et ensuite, en injectant du sérum physiologique dans ce petit boîtier, ça vient gonfler l'anneau, qui serre l'estomac, et lorsqu'on enlève ce sérum physiologique, ça desserre l'anneau, et qui relâche l'estomac. D'accord. C'est-à-dire que moi, je trouve que cette opération, je ne connais pas vraiment le système du bypass. Moi non plus, c'est pour ça que je vous posais la question. Celle-ci a l'avantage si vous voulez, si on perd trop, de pouvoir réguler l'estomac. Ce n'est pas irrémédiable, c'est modulable du moins. D'accord. Voilà, si on maigrit trop, on peut desserrer et retrouver un petit peu plus d'appétit, ou du moins ne pas arriver à satiété aussi vite. D'accord. Et donc libérer un petit peu l'estomac. Vous l'expliquez assez bien, on peut imaginer. Moi, j'ai réussi à gérer donc la perte de poids comme ça, ne pas perdre trop, et voilà. Ça donne l'impression de ne pas subir, en fait. Voilà, un peu moins. On subit quand même. Il y a quand même des périodes difficiles, très difficiles. Il ne faut pas non plus tout. C'est pas aussi rose comme ça, mais enfin, c'est gérable et franchement, moi, je le conseille à toutes les personnes qui ont un très grand nombre de kilos. Il faut qu'elles en parlent avec le médecin, Oui, il faut s'habituer à l'idée, peut-être. Voilà. Bon, après, c'est vrai que la perte de poids se fait assez rapidement, et puis on a des fois on n'a pas le temps de s'habituer à son nouveau corps, à son nouveau visage. On se regarde des fois dans la glace en disant mais c'est pas possible, c'est moi. Les gens dans la rue vous reconnaissent pas. C'est assez impressionnant. Bon, alors écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup de ce témoignage, Catherine. Ce témoignage pour Nadia. Nadia, elle a 38 ans, donc effectivement, c'est peut-être pour elle le moment de commencer à y réfléchir, d'apprivoiser l'idée, tout simplement, tout doucement, et d'en parler, comme vous dites, avec des médecins qui vont lui expliquer les tenants, les aboutissants, et
surtout les contraintes de cette opération qui, même si vous le dites, se fait sous cœlioscopie, n'est pas anodine pour autant. Non, c'est pas anodin. Et puis dans en fait, dans les hôpitaux, les cliniques où ils le font, les médecins sont accompagnés de psychologues qui sont spécialisés dans ce type de problèmes et qui connaissent parfaitement les addictions et donc à la nourriture. Voilà, et qui peuvent être d'autant plus de bons conseils et voir si la personne est prête, capable de pouvoir. Et ça, il faut qu'elle en parle avec ces personnes-là. Bon, eh bien en tout cas je vous remercie beaucoup parce que c'est un témoignage précieux pour Nadia et elle attendait ces témoignages. Merci de votre appel Catherine et puis à très bientôt. Et tout de suite nous allons poursuivre avec Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir Caroline. Mais oui, on dirait Dupont et Dupont, comme je le dis toujours. Alors, vous vouliez nous raconter votre histoire, je vous écoute. Je vais essayer de vous faire une liaison avec la conversation précédente. Oui. J'ai quelqu'un de ma famille. Premièrement, mon mari vient de mourir depuis 2 mois d'un cancer et je l'ai accompagné pendant 1 an et demi à peu près. Et il y a quelqu'un de ma famille qui m'a expliqué que c'était très bien parce que j'avais perdu 3 ou 4 kilos. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est peut-être un conseil à donner, Non, j'espère qu'on peut maigrir autrement qu'en perdant quelqu'un de proche. Oui, je pense aussi. Non, cela dit, si je vous ai appelé, c'est parce que, d'abord, perdre quelqu'un qu'on aime, c'est pas simple. C'est terrible, vous voulez dire? Oui. En revanche, je me suis choquée la semaine dernière parce que j'avais des voisins qui faisaient une fête et que j'y suis allée. Pourquoi vous vous êtes choquée? Parce que c'est pas le moment de faire la fête. Non, vous êtes dans le chagrin, mais vous êtes vivante. Oui. Et il s'agit aussi de continuer à vivre. Oui. Ça n'est pas faire outrage à votre mari, ça n'est pas moins l'aimer, ça n'est pas l'oublier que de continuer à vivre. J'ai même dansé. Oui. Mais encore une fois, vous êtes vivante, Caroline. C'est important et ça ne va pas le faire revenir. Que vous voiliez, que vous restiez chez vous, que vous vous enfermiez. Je vous ai entendu, vous avez dit c'est très dur de perdre quelqu'un qu'on aime, bien sûr. Mais j'imagine que si vous l'aimiez, votre mari vous aimait aussi. J'espère, oui. Voilà, alors qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait voulu que vous fassiez? Je sais pas. Certainement pas vous abîmer dans la solitude et refuser tout ce qui vient du dehors. Je sais pas parce que comme on dit dans nos fonds de campagne, c'était un taiseux. Ah, ouais, il n'en parlait pas beaucoup. Ah non, il parlait pas du tout. Ouais, du tout. Vraiment, c'était ce qu'on appelait dans nos campagnes le taiseux. Et vous lui parliez? Pardon? Et vous lui parliez? Un peu, mais bon, il y a un moment où, vous savez, quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous parle pas, il y a un moment où vous arrêtez de parler un peu. Oui, c'est vrai. Mais vous avez dit que vous vous aimiez. Quelquefois, on n'a pas besoin de mots forcément pour se le dire. Non, c'est vrai. Non, mais on s'aimait. Vous avez des enfants, Caroline? Moi, j'en ai pas. Mon mari en avait. Oui. Et quels sont vos rapports aujourd'hui avec eux? Aucun. Aucun. Vous en aviez auparavant? Non. Bon, donc ça n'a rien changé. Non. Enfin, si, bon, j'avais un rapport avec une de ses filles, mais bon, ça s'est un peu rompu, mais bon. Mais bon, de toute façon, il n'y a rien à espérer de ce côté-là. Alors, parlez-moi des autres côtés où il y aurait à espérer. Vos voisins, par exemple, qui vous ont invité à cette soirée. Qu'est-ce que j'ai à espérer?
Non, vos voisins vous ont d'autre côté. Est-ce que vous avez de la famille? Non, ici, j'ai 3 ou 4 voisins qui m'invitent régulièrement. C'est bien. Bon, c'est déjà ça? Oui, non, mais je suis très contente. Là, c'est la maison de campagne. J'ai quitté ma maison, enfin notre maison principale. Là, je suis venue dans la maison de campagne parce que... Et de un, mon époux a été enterré juste à côté. Oui. Et de deux, c'était la maison qu'il adorait. Et on a des voisins, j'ai des voisins, maintenant, qui sont adorables, qui m'invitent régulièrement. Bien sûr. Vous avez l'impression d'être plus proche de lui en habitant dans cette maison de campagne? Oui, je suis plus proche de lui et je suis moins loin de la maladie, plus loin de la maladie. Aussi, oui. Parce que il a été malade chez nous et il a eu des problèmes ici aussi, mais... Oui, l'autre maison est chargée de souvenirs. Oui, c'est obligatoire. Bien sûr, tout à fait. Mais là, ici, à la campagne, je vis dans une maison au milieu de nulle part, mais j'ai l'impression d'être plus près de lui. Et vous y êtes bien? Oui, pas toutes les minutes, mais j'y suis bien, oui. Oui. Mais je crois que vous avez besoin de ce temps nécessaire. Effectivement, parce que, comme vous dites, vous êtes plus près de lui. Et puis parce que quand on perd quelqu'un qui vous est comme cela extrêmement proche, on a besoin aussi d'un moment de repli. On n'a pas forcément envie de la compagnie des autres. Qui ne ressentent pas votre chagrin. Donc on a aussi besoin un temps de s'éloigner un petit peu pour faire face à cette nouvelle vie qui s'installe, pour pouvoir aussi pleurer quand on a besoin de pleurer la personne que l'on vient de perdre. Et puis vous avez aussi des occasions, vous avez des voisins qui vous tendent la main. Alors vous avez dit une fois, vous êtes surprise d'aller à cette soirée. Mon Dieu. Mais j'avais honte d'aller gâcher. Alors vraiment, vous avez eu raison. Mais oui, je sais que j'ai eu raison, mais j'avais honte. Oui. Mais oui, mais encore une fois, je pense que si votre mari était là, il vous aurait certainement accompagné à cette soirée. Même s'il il n'aurait pas dansé. Hein. Non, on peut être taiseux et profiter quand même. Ça n'exclut pas. Mais bon, vous savez, vous aurez d'autres occasions. Et puis, ça ne sert à rien non plus de s'abîmer trop dans le chagrin. Ce chagrin, vous l'avez. Personne ne peut l'éprouver à votre place. C'est vous qui vous réveillez avec tous les matins. C'est vous qui, comme vous le dites, minute après minute, vivez avec cette absence, avec ce manque. Alors, on ne va pas en plus vous demander de vous enterrer vivante, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Vous avez aussi une vie derrière qui continue et qu'il faut bien continuer de vivre. Je vous remercie en tout cas. Il y a une chose que je voulais vous dire, si quand même avant. Il y a eu tout à l'heure le coup de téléphone, je crois que c'est de Nadia. Oui, Nadia, tout à fait. Qui a écrasé un enfant. Non, c'était Agnès. Ah bon, alors c'était Agnès. Moi, ça a failli m'arriver à un quart de poil de grenouille. Et depuis, j'ai arrêté de conduire. Hein. C'est une expression d'où, ça, un quart de poil de grenouille? Je sais pas, c'est une à moi. D'accord. Ça peut être réutilisé. Je donne le... Vous ne demandez pas de droit d'auteur? Non, je ne demande pas de droit d'auteur. Mais bon, être à deux doigts d'écraser un gamin, moi, ça m'arrête de conduire. Hein. Oui. C'était il y a combien de temps, Caroline? Oh, c'était il y a 15 ans. Oui. Vous avez arrêté donc il y a 15 ans? Oui. Mais ça fait vivre le commerce local. Il y a les taxis. Hein. Oui, tout à fait. Bon, ça ne vous isole pas trop non plus, parce que c'est un petit peu mon souci, là, tout de suite. Non, les taxis, c'est très bien. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Sudoku, un peu de ménage, énormément de radio.
Oui. Un peu de télé, mais pas beaucoup. Oui. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous faisiez avant la maladie de votre mari? Je travaillais à l'ANPE. Oui. Et je m'occupais, j'étais au service international. D'accord. Vous aimiez ce que vous faisiez? J'ai beaucoup aimé pendant pas mal de temps. Et puis à la fin, comme je commençais à faire partie des vieux... non, mais je plaisante pas. Non, mais vous êtes dur avec vous. Mon Dieu, ce que vous êtes dur. Non, mais je vous assure. Souvent, mais moi, souvent, je suis, estomaquée par la sévérité des auditeurs à leur égard. Mais j'avais plus rien à faire. Oui, enfin, c'est pas pour autant qu'on est vieux. Plus rien à faire. Si. On a toujours à faire. Ah ben non, quand on vous demande, alors que vous êtes ancienne journaliste, de ne faire plus qu'à rentrer trois trucs, non, c'était horrible. Oui. J'avais un quart d'heure à pied pour aller au boulot, en me disant qu'est-ce que tu vas pouvoir faire aujourd'hui. D'accord. Et vous n'avez pas eu envie de bifurquer après? Non, mais ça tombait bien, j'arrivais à 60 ans. D'accord, donc c'était il y a 2 ans. Pardon, je donne votre âge. Oui, non, c'est pas un problème. Mais bon, j'ai levé le pied, et puis point barre. Ouais. Alors, est-ce que vous avez gardé des contacts éventuellement avec d'anciens... Avec les copains du boulot, oui. Ouais. Vous les voyez un petit peu? Je les vois pas parce que je suis à la campagne, mais je les ai au téléphone régulièrement. Alors peut-être que d'ici quelques temps, ce serait judicieux, je sais pas moi, d'aller les voir de temps en temps puisque les taxis existent, ou de les inviter à venir vous voir et puis de parler un peu de tout ça. Non, mais ça, dans quelques temps. C'est convenu qu'on se rencontre. C'est convenu, mais bon, c'est en projet, c'est bien. Oui. La machine marche quand même, hein. Oui, j'entends. Vous avez une voix. Non, ça roule. Oui, mais vous êtes dans le chagrin, Caroline. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un moment par lequel il faut passer. Vous ne pouvez pas faire, en tout cas, l'économie de ce chemin-là. Oui, vous le savez. Et puis comment la faire? Ah non, mais je sais. Je comprends en tout cas votre douleur, parce que c'est une souffrance, c'est une vraie souffrance. Perdre les gens qu'on aime, c'est un des plus grands traumatismes qui soit. Et puis sans enfant, sans rien, c'est un peu du rail. Mais... Ouais. Alors peut-être que d'ici quelques temps, vous pourriez éventuellement penser à vous investir dans une activité sous une autre forme. Oui. Je le conseille souvent parce que, je vais vous dire, on s'aperçoit au fur et à mesure que quand on s'occupe un peu des autres, eh bien ça aide à s'occuper de soi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre accueil. Mais c'est moi qui vous remercie de nous avoir appelés. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. 39 21 pour nous rejoindre, même en toute fin d'émission, n'hésitez pas. On poursuit avec Madeleine. Bonsoir Madeleine. Bonsoir Caroline, comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Très bien, merci. Mais j'écoutais donc, j'aime beaucoup vos émissions, je les écoute, et puis l'autre Caroline aussi, j'écoute souvent. Et là, ce soir, j'ai été émue par cette jeune maman avec ses 2 petites filles et qui avait un poids important. Oui. Et qui souhaitait perdre du poids, mais surtout ne pas le reprendre. Alors, on peut être vraiment très très aidé. Je ne vais pas dire ce que j'ai fait moi-même. Enfin, si un peu quand même. Pardon. Si un petit peu quand même. Oui, je vais le dire, mais sans citer le nom. Ah non, pas de marque. Voilà, pas de marque, voilà. Alors, je ne peux même pas dire régime, parce qu'on a le droit de manger absolument de tout, mais de réduire nos quantités. Ouais. Et nous nous retrouvons chaque semaine avec une animatrice et qui nous donne de très bons éléments.
Et les personnes avec qui je suis, je n'y vais plus parce que j'ai perdu le poids que je souhaitais perdre. Et comme je disais au standard, ce qui est important, c'est que une fois que nous avons atteint un certain poids, et si on est satisfaite de ce poids, eh bien, on a une période de stabilisation de 6 semaines. Et au bout de ces 6 semaines, on n'est plus du tout obligé d'aller à ces réunions où on rencontre d'autres personnes, mais on peut continuer à y aller. Et j'ai vu, on devient très très lié avec les personnes qui ont les mêmes problèmes que nous, qui sont gourmandes, qui font du grignotage, qui ont trop de kilos et veulent les perdre. Et donc on s'aide les unes les autres. Et il y a 2 personnes qui ont eu des interventions chirurgicales. Alors c'est pour ça que je voulais intervenir pour que cette jeune femme ne se fasse pas opérer. Parce que les 2 personnes qui ont un anneau gastrique ou une autre intervention, eh bien c'est horrible. Comme vous disiez tout à l'heure, on passe d'un enfer à un autre enfer. Et c'est une souffrance extraordinaire parce que, mais même physique, parce que, par exemple, pour une peau de lentille, eh bien, ces malheureuses personnes, si cette peau de lentille n'est pas passée, eh bien, elles ont des vomissements pendant toute une nuit, voire plus. Et c'est épouvantable. Alors, en ce moment, elles perdent du poids et vont se faire enlever cet anneau gastrique. Enfin, bon, tout dépend bien entendu de la façon dont c'est géré par chacun. Tout à l'heure, Catherine nous livrait un témoignage où elle disait que elle-même elle a subi cette intervention et qu'elle en était extrêmement contente, même si elle avait eu des moments très difficiles parce que le résultat était absolument époustouflant et que le résultat aidait précisément à tenir. Alors attention, je ne me fais pas du tout l'avocat de l'intervention chirurgicale. J'entends ce que vous me dites et ce qui me paraît important, Madeleine, vous avez soulevé un point tout à fait capital. Vous avez parlé de réunion. Oui. Alors, vous voyez, pour moi, ça, c'est ce qui est primordial. Parce que je crois que quand on entame un processus comme ça d'amaigrissement, on ne peut pas parler d'amincissement, mais d'amaigrissement, c'est important d'être accompagné et surtout de ne pas se sentir seul. D'abord, de savoir qu'il y a d'autres personnes que vous qui se trouvent dans la même situation, qui souffrent, on va dire, des mêmes troubles. Parce qu'enfin, on n'est pas là par hasard. Vous êtes bien d'accord avec moi. On se sent beaucoup moins seul parce qu'on a le sentiment de partager. Alors, c'est peut-être ce qui aide, comme vous dites, à réduire les quantités. Après, c'est presque, j'ai envie de dire, comme un mode d'emploi qu'on suivrait, mais surtout qu'on suivrait ensemble. Oui, tout à fait. Et puis, on se lie d'amitié avec ces personnes que l'on retrouve chaque semaine. Et je vous assure, mais on avait plaisir à se retrouver, on s'embrassait, on se racontait nos vies. Et moi, je pars en Écosse, et moi, je suis partie en Tunisie, etc., etc. Mais on est devenus amis parce que on avait les mêmes problèmes de grignotage, etc., de choses comme ça. Voilà. Et ça nous aide énormément. Tout à fait. Et puis l'animatrice, elle est extraordinaire. Il n'y a jamais un jugement porté sur les personnes, jamais. Et donc, moi je sais que je voulais perdre 5 kilos. Puis quand j'ai eu perdu 5 kilos, j'ai dit je continue parce que puisque j'y arrive. Et j'avais donc j'ai perdu 10 kilos. Et je suis très très contente quand on voit qu'on peut mettre des vêtements qu'on a gagné une taille, voire quelquefois 2 tailles. On se sent très bien. Et puis, mais voyez-vous, ce que je disais aussi au standard, c'est que quand on a atteint ce nombre de kilos que l'on souhaitait, eh bien, il ne faut pas recommencer à tomber dans les mêmes problèmes. Voilà. Il faut, comme on peut, mais là, rien ne nous est défendu, mais absolument rien. Ce sont les quantités. Par exemple, à chaque repas, nous avons viande ou poisson, et nous avons
un féculent, un légume, yaourt, voire même un dessert. Et au départ, c'est très dur de perdre nos habitudes, mais après, on s'y fait très très bien. Ouais, c'est un peu comme un conditionnement. Mais je crois surtout, voyez-vous, que ce qui est capital, et vous ne cessez de le dire sous toutes les formes, c'est que quand vous êtes sur le point de craquer, eh bien, il y a les autres qui sont exactement, là. Voilà, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard. Vous êtes ensemble. Pas de jugement, jamais. Ouais, vous êtes ensemble, et puis il y a quelqu'un qui, au fond, régit un peu tout ça. Alors. Bien sûr, Nadia, je crois, souffre de problèmes de poids plus importants, d'après ce que je comprends, que les vôtres. Elle veut perdre 40 kilos. Oui, mais bon, ce qui est important aussi, c'est qu'elle entende que peut-être le fait d'être à plusieurs dans cette démarche peut vraiment aider. Tout à fait. Ne pas le faire seul. Parce que c'est très dur de faire quelque chose tout seul. Comme vous dites. Surtout qu'elle n'a pas son époux, elle a 2 petites filles. Voilà. Sa petite fille lui dit mais tu es ronde, etc., etc. Donc elle serait vraiment particulièrement heureuse si elle arrivait à perdre 10 kilos en étant aidée comme ça. Et je suis sûre qu'elle y arrivera, mais sûr, je vois, nous sommes plus d'une trentaine à ces réunions, voire même quelques oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de monde avec qui échanger, avec qui partager, se raconter des anecdotes, et puis ça devient finalement une partie de plaisir. C'est-à-dire que le plaisir est associé à l'épreuve. Oui, et puis ces autres personnes qui viennent avec nous sont tellement agréables. Alors, elles disent, oh là là, j'ai perdu 700 grammes cette semaine. Oui. Ou alors, mettons qu'il y en ait une, oh oui, mais j'étais au restaurant, donc elle n'a pas perdu de poids, ou elle a repris, mais très très peu. Mais voilà, mais vous vous en n'est jamais grave. Notre animatrice dit, mais ça n'est jamais grave. Ça n'est jamais grave. Vous reprenez 1 à 2 kilos, immédiatement, vous recommencez, vous savez ce qu'il faut faire, et tout le monde, toutes les autres dames qui sont là, encouragent et disent, non, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas tout abandonner, voilà. C'est ça, les autres vous soutiennent. En tout cas, Madeleine, merci de ce témoignage, plein de vie et puis plein de gaieté. Je vous remercie de votre appel. Et j'espère que Nadia vous a entendu. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute.